Il s'appelait Ahmed Bakayoko. Tout le monde l'appelait Hambak, un surnom formé des premières syllabes de ses prénoms et noms et qui lui allait comme un gant. Jusqu'à ce 10 mars, Ahmed Bakayoko était Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire et assumait cumulativement les fonctions de ministre de la Défense. Ahmed Bakayoko n'est plus. Hambak a tiré sa révérence ce 10 mars à Fribourg, en Allemagne, laissant la Côte d'Ivoire en plein émoi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Périscope sur Burkina Info. Un numéro consacré à la disparition de celui qui dirigeait le gouvernement ivoirien depuis seulement 8 mois. Et pour en parler, je reçois pour vous Mélégué Ngolo Traoré, docteur en sciences politiques et diplomate, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre des enseignements secondaires supérieurs et de la recherche scientifique et président du Centre panafricain parlementaire. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Soumaïla Rabo, journaliste, directeur de l'information du groupe de presse Savane Média. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et Basile Létard Guissou, professeur titulaire associé à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, directeur de recherche en sociologie politique, ancien ministre de l'Information, ancien ministre des Relations extérieures et de la coopération. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. À votre service. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour le 127e numéro de votre émission Périscope. La Côte d'Ivoire est en deuil, et pas seulement. Au-delà de la douleur qui sourd dans les contrées ivoiriennes, l'Afrique vient de perdre elle aussi avec la disparition de Ahmed Bakayoko, l'un de ses fils qui aura servi son pays dans les hautes sphères de l'État. La nouvelle de son décès ce 10 mars est venue comme pour sanctionner les folles rumeurs qui circulaient à son sujet depuis plusieurs jours déjà, Mélégué Traoré. Oui, écoutez, on était tous surpris. À moitié seulement, parce qu'on savait bien que ça n'allait pas. Il avait été évacué en France. Depuis le 18 février, voilà, puis en Allemagne. Absolument, et puis on a su que ça n'allait pas. D'ailleurs, le président Ouattara ne s'en est pas caché. On a su que ça n'allait pas. Et c'est clair que c'est un séisme politique en Côte d'Ivoire pour plusieurs. La principale raison étant que, vous savez, on est en Afrique. On venait de nommer un nouveau. On prévoyait quelqu'un pour remplacer Alassane. Il meurt. On le remplace par quelqu'un qui devient le nouveau Premier ministre. Il meurt. Moi, aujourd'hui même pour trouver quelqu'un en Côte d'Ivoire qui accepte d'être Premier ministre, ça risque d'être difficile. Mais ça, c'est l'Afrique. Mais sur le plan strictement de la gouvernance du pays, c'est clair que cela va amener j'espère, de grands changements. C'est pas sûr, hein. Mais je suis sûr qu'au moins, il y a vraiment au sein, pour ce que je sais, parce qu'on est tous... vous savez, il y a un côté fusionnel entre le sud-ouest du Burkina et puis les RDR. Le RDR, c'est le Rassemblement des démocrates. Je suis persuadé que pour beaucoup de gens, c'est un grand changement politique. C'est un grand changement politique. Vous le percevez de la même façon, Soumaïla Rabo? Grand changement politique, pas évident, avec ce que moi je lis comme l'esprit du président Alassane Ouattara, qui n'est pas, à ce que je crois, attaché à l'équilibre régional, qui pour moi ne partage pas suffisamment le pouvoir avec tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire, qui est vraiment attaché à son nord préféré. C'est ça qui fait que je crains qu'il n'y ait pas de grands changements. Sinon, il devrait en avoir. Et normalement, les choses devraient aller de manière qu'on n'assiste pas à ces intérimaires qu'il a tout de suite choisis, avant même le décès d'Ahmed Bakayoko. On ne sait pas s'il les a désignés parce qu'il était déjà au parfum des choses ou s'il a fait pour la continuité de l'État, mais tout au moins on est sûr que c'est pour qu'on ne vive pas ce qu'on a vécu après la disparition de Amadou Gon Coulibaly, cette guerre de positionnement là entre les militants du RHDP.
Voilà. Donc pour moi, on pourrait ne pas assister au grand chamboulement qu'on attend. Alors, Basile Guissou, c'est une nouvelle qui n'a pas beaucoup surpris. Ahmed Bakayoko était malade, il était évacué en France, puis finalement, ça n'allait toujours pas. Et puis il est allé donc en Allemagne, juste quelques jours, et puis on annonce donc son décès. Bon, il faut dire que c'est une demi-surprise, mais qu'on veuille ou pas, bon, une mort à 56 ans pour un homme politique, c'est dur à supporter. C'est dur à supporter. Même que si nous sommes tous plus ou moins, nous sommes tous des croyants en Afrique, ça, je suis convaincu de ça. On se console en disant que c'est Dieu qui décide, quoi. Il fait, c'est quand il veut, comme il veut et où il veut. Bon, donc la volonté humaine n'y peut rien. Cela dit, je crois que Ahmed Bakayoko en particulier, j'ai lu une de ses interviews dans Jeune Afrique, je ne l'ai pas connu personnellement. Mais il a parlé de son séjour en tant qu'étudiant à Ouagadougou. Il a fréquenté l'université de Ouagadougou et il a gardé un très bon souvenir. Il a des amis ici que je connais. Et donc de ce point de vue-là, je pense que c'est notre deuil aussi, quelque part. Tout à fait. Parce que il parlait de son séjour ici et de son militantisme étudiant. Donc dans son pays, je pense que c'est à l'unanimité qu'on salue son travail. Son travail. Et je lisais les réactions d'Alphonse Diédié-Madi, c'est le PDCI RDR, de Pascal Afiki-Kessan, c'est FPI, partout, il est salué. Et je pense qu'il a été un pont. Il était un pont intergénérationnel en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un pays, quand même, qu'on le veuille ou pas, qui peine à renouveler la classe politique. Comme beaucoup d'autres, non? Oui, mais bon. Et ce n'est pas un fait du hasard, hein, que Houphouët-Boigny, c'est 90 ans passés. Après, c'est Henri Konan Bédié. Bon. Alassane Ouattara, ce n'est pas la jeunesse. Hein. Oui. Donc, je pense qu'il y a un problème qui est posé. Oui. Et contrairement à lui, je crois que dans la classe politique ivoirienne, la conscience existait de la nécessité de se raccorder. Parce que ce n'est pas un fait du hasard si à ces élections-là, tous les partis ont participé. Oui, mais c'est un fait. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose. C'est clair que moi, j'ai discuté souvent avec lui. Bakayoko a toujours considéré que Ouagadougou a été son point de départ. Il a vraiment toujours expliqué qu'il est devenu ce qu'il est grâce à son séjour ici. Et ça, c'était pour compléter ce que Basile a dit. Dans son esprit, c'était vraiment sa lancée, c'est le Burkina. Il m'a souvent dit, il n'a pas pris conscience qu'il pouvait être un homme politique avant d'être ici. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que c'est ici qu'il a... La plupart des projets qu'il a conçus ont été réalisés en Côte d'Ivoire, mais ça a été conçu à partir d'ici. Il n'hésitait pas. Une rampe de lancement. Il était vraiment clair. Et si vous vous rappelez la période de l'insurrection et la suite de pas l'entrée de l'insurrection, bien sûr, et la suite de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pour la rébellion, puisqu'il était tout le temps ici. Hein. Mais il était à l'aise ici, parce qu'il avait toujours été ici. Ce n'est pas la même chose que d'autres. Et il a toujours considéré que le point de départ de sa carrière, c'est le Burkina. Alors justement, il y a de l'émotion, de l'affliction, du chagrin, des témoignages tous azimuts pour rendre hommage à cet homme, grand flambeur devant l'Éternel, mais aussi et surtout, atteste-t-on de toutes parts, travailleur, généreux, loyal. Journaliste, homme d'affaires, puis homme politique, Ahmed Bakayoko aura été de tous les combats avec l'actuel chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Mélégué Traoré, vous le connaissez suffisamment bien. Oui, bien sûr. Qui était-il vraiment et quel était son poids? Non, je pense que c'est toujours pareil chez nous. Franchement, voilà quelqu'un qui n'était pas destiné à devenir une personnalité. Il est de Séguéla. Et en Côte d'Ivoire, c'est pas comme au Burkina, la question ethnique est relativement bien réglée. C'est pas pareil en Côte d'Ivoire. Ici, quand vous prenez un homme politique, il ne se positionne pas en tant que Mossi Senufo Bobo d'abord. Mais là-bas, c'est différent. Si bien que il a
il a su tirer son épingle du jeu sur ce plan. C'est-à-dire que pour lui, il était ivoirien d'abord. Malgré tout, je sais très bien le type de rapport qu'il a avec les Senufo qui sont à côté. Ils ont toujours des problèmes, les Senufo et les Koyara. Ils ont toujours un type de rapport un peu ambigu. Mais moi, j'ai retenu de tout ce que je connais de lui, quelqu'un qui pensait qu'il peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Ça c'est vrai. Peut-être que c'était ambitieux, mais c'est réel. Il en faut, hein. Franchement, c'est réel. Il pensait que, après les anciens, leur génération avait quelque chose de spécifique à porter. Et en plus, ou ensuite, sa rencontre avec Dominique Folorou, la femme d'Alassane Ouattara. Parce qu'il a connu la femme d'Alassane avant de connaître Alassane. Il était d'abord, c'est la femme qu'il a bien connue d'abord. Et dans ce sens-là, il a toujours... Vous savez qu'à la fin, on ne le dit pas, mais Alassane comptait vraiment, surtout son épouse, Ahmed comme un enfant d'adoption. Et les gens n'ont pas vite compris ça. Ils ont souvent considéré qu'il est vraiment leur fils adoptif. Ce qui a posé quelques problèmes en Côte d'Ivoire. Parce que les gens savaient très bien ce qu'il y avait derrière. Il y a des choses que tu ne peux pas faire contre lui en sachant que tu vas toucher Alassane. Et donc vraiment c'est très particulier comme personnalité. Raison de plus pour... on est surpris que quelqu'un comme lui ait pu arriver là où il est arrivé. Parce qu'il est né à Djamena. C'est un peu l'histoire de Mondou Koulibaly, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale. Un Sulfo comme 20 mais qui ne parle pas un mot de Sulfo. Il est né à Zagoué, dans la banlieue ivoirienne. Et c'est comme lui, Amadou, mais qui n'a jamais rompu avec Séguéla, sa raison d'origine, sa zone d'origine. Oui. Et ça, moi, je trouve que c'était formidable. C'était formidable. Soumaïla Rabo, qu'est-ce que vous avez entendu dire ou que connaissez-vous de ce personnage qui vient de nous quitter? Non, Ahmed Bagayoko, c'est quelqu'un qui avait de grandes qualités. Au regard de son parcours, vous savez, arrivé au niveau où il était jusqu'à son décès, il fallait avoir accumulé des diplômes, il fallait avoir fait, je ne sais pas, une carrière politique assez soutenue, constante. Mais lui, quand on regarde son parcours après le bac, il trime à Ouagadougou entre les maths physiques et la médecine. Ça ne marche pas. Il se retrouve à Abidjan, il fait encore la médecine. Ça ne marche pas du tout. Voilà. Et puis, il se retrouve à créer un journal. Il devient donc journaliste. Il poursuit sa carrière journalistique comme patron de presse à Nostalgie. Et puis, il débouche dans un gouvernement en pleine crise en 2003. Tout à fait. Et depuis, il n'a plus quitté les affaires jusqu'à son dernier souffle. Donc, c'est un battant né, c'est quelqu'un qui s'est fait de lui-même, qui s'est battu, qui a bataillé pour se faire une place au soleil. C'est vrai, il a dû être pistonné, il a dû avoir tapé à la bonne porte, mais il reste que c'est un gros travail. Vous voyez, quand on l'a évacué en France, tout de suite, on a accusé la fatigue, le palu, le stress, les séquelles du Covid, beaucoup de choses qui étaient relativement objectives au regard de son calendrier au quotidien. Et on a vu tout ce qu'il a fait en décembre dernier pour réconcilier pratiquement tous les bords politiques et pour convaincre les plus anciens qui sont Laurent Donafolo, non, Henri Konan Bédié par exemple, voilà, qui est peut-être quelqu'un qui a l'âge de son père. Il les a convaincus de participer aux législatives et ça a donné ce qu'on a eu il y a quelques jours seulement au bord de la lagune des Briers. Donc je crois que c'est quelqu'un qui a de grandes qualités, mais il avait aussi probablement ses défauts. Dans tous les cas, entre lui et Guillaume Soro, les ponts sont rompus, on a dit mille et une choses sur lui. Et tout récemment, on a entendu dire que ce sont ses ambitions présidentielles qui lui ont valu ce qu'il a vécu. On ne sait pas grand-chose de ça. Ouais, aucune preuve là-dessus. Mais s'il vous plaît, je peux vous dire que, parce que lui, il a dit... non, ce n'est pas le genre de type qui a reçu des pistons. Il n'a pas été pistonné. C'est vraiment le système politique ivoirien qui est comme ça.
Au cours des 10 dernières années, enfin les 20 dernières années, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez un système qui était bien fixé avec quelqu'un qui dominait tout. Toute promotion passait par une seule personne. Et puis vous vous trouvez avec un système maintenant où chacun doit jouer son jeu, se débrouiller. C'est comme ça qu'il l'a fait. C'est-à-dire que moi je ne connais pas quelqu'un, enfin, comme je connais bien le système, il n'a jamais bénéficié des pistons. Mais il a su jouer toujours entre toutes les arcanes. Et c'est vrai qu'à l'époque, être formé à Ouagadougou était un atout en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire considérer qu'un étudiant qui venait d'ici, on considérait qu'il était... Alors que chez nous, ici, c'était l'inverse. On pensait que c'est les Ivoiriens qui venaient ici créer les grèves que nous n'avions pas. Mais chez eux, c'était l'inverse. Quelqu'un qui a bien étudié ici, on considérait que c'est un atout pour lui. C'est comme ça qu'il a joué. Donc il a su jouer de son parcours, on l'a dit tout à l'heure, hein, il a étudié au Burkina, pays avec lequel il entretient des relations très étroites et jusqu'à un haut niveau. Il était aussi, Basile Guissou, très influent sur le continent africain. Ouais, selon toute vraisemblance, je crois que si on regarde les faisceaux de condoléances et de messages, et dommages qui ont été rendus, il y a de quoi dire qu'il avait une dimension continentale incontestable. Il va au-delà de la zone francophone et surtout qu'il était très proche des artistes. Artistes dans tous les sens du terme, hein, musiciens, écrivains, etc. Donc il était, et puis il était très généreux et il aimait lancer des jeunes dans toutes ces disciplines-là. Il aimait lancer les jeunes, il aimait faire Arafat, etc. et tous, Magic System, par exemple. Si vous lisez les louanges de Assalfo, c'est quand même poignant. Donc je pense que cette dimension continentale-là, on doit lui concéder ça. On doit lui considérer, c'est un homme charismatique, Ahmed Bakayoko. Il savait se fondre dans la masse, il était proche des gens et il s'est beaucoup fait remarquer, comme l'a dit tout à l'heure Basile Guissou, dans les milieux sportifs, dans les milieux culturels. Non, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a certainement les répercussions, les effets de tout ce qu'il faisait. Pas tellement en tant que personnalité africaine reconnue, c'est pas exact. C'est pas... celui qui pouvait lui rafler la mise, c'était Guillaume à ce niveau-là. Mais même Guillaume Soro, oui, Guillaume Soro, même, ça n'a pas marché jusqu'au bout. On ne peut pas dire qu'il a été une personnalité africaine influente. Ce n'est pas vrai du tout. Ça, c'est des choses qu'on construit après coup. Lui-même, c'est pareil. Hein, c'est-à-dire, je crois que vraiment, c'est quelqu'un à la dimension de la Côte d'Ivoire. Ça, il n'y a pas de doute dessus. Ça correspondait à une période de la Côte d'Ivoire où on avait besoin de ce type de personnalité. Sur le plan africain, il a un réseau. Il connaît selon les chefs d'État, etc. Mais ce n'est pas quelqu'un d'influence au niveau de l'Afrique. Mais sa présence, c'est connu. On sait très bien que... Et puis, vous savez, dans les pays influents en Afrique, il y a quoi? Pour l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. Pour l'Afrique centrale, le Cameroun et les deux Congos. L'Afrique australe, il n'y a qu'une seule puissance. Tous ces gens-là, dès que tu viens d'un de ces pays, forcément, tu es connu, on t'a adoubé, oui. Pas toujours pour tes qualités, mais parce que tu viens de ces pays-là. C'est ça. Ça, c'est la vérité. Mais moi, je retiens surtout pour Bakayoko que vraiment, il a su construire une personnalité à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, avec des ramifications au niveau international. Parce que même ici, regardez bien les gens ici. Ils connaissent tellement de gens ici. Ils connaissent tellement de gens. Et puis, vous savez, pendant la crise ivoirienne, il y a beaucoup de phénomènes, hein. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et il fait partie de ceux qui ont joué ce rôle-là. Que ce soit lui, que ce soit Bito, ils étaient tous ici tous les jours. Et à l'époque, ce qui énervait certains Ivoiriens, c'était que désormais le Burkina soit la référence pour les Ivoiriens. Alors que dans l'histoire, c'est les Ivoiriens qui ont toujours été les références pour nous. Ils s'étonnaient toujours que Ouagadougou soit devenu la référence.
C'est Ouaga qui est devenu la... Ah oui, oui, mais je répète, hein, il a bien joué de ça. Et il était très apprécié ici. Très apprécié. Ah, il était très apprécié ici. Et Soumaïla Rabo le disait tout à l'heure, avant de mettre pied dans l'arène politique, Ahmed Bakayoko était un homme de médias, avec le journal Le Patriote, puis avec Radio Nostalgie et Nostalgie Afrique. Il est ensuite nommé en 2003 ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication dans le gouvernement de réconciliation nationale formé au lendemain des accords de Linas Marcoussis. Membre du Rassemblement des Républicains, RDR d'Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko entretenait également d'excellentes relations avec l'opposition et notamment avec Guillaume Soro qui a insisté pour qu'il entre au gouvernement. Il restera d'ailleurs à ce poste gouvernemental jusqu'en avril 2011 avant de monter en grade comme ministre d'État chargé de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est donc un beau parcours qui témoigne aussi de sa synthèse politique, Rabo. Non, Ahmed Bakayoko, il m'a toujours surpris. Moi, je connais la Côte d'Ivoire, mais je l'ai quitté très tôt. Et donc, pour l'actualité, c'est plutôt des gens qui sont arrivés plus récemment qui me permettaient de faire les analyses. Et quand j'ai discuté avec des amis, des camarades, des collègues qui ont des informations plutôt fraîches, ils me disaient, oui, Ahmed Bakayoko, il est bien pour le showbiz, pour le sport, pour accompagner la jeunesse, mais pas surtout bon pour être ministre de l'Intérieur. Donc moi, je m'étais fait cette idée-là, qu'il était relativement trop faible pour être ministre de l'Intérieur. C'est ce que j'avais parié. Il est passé ministre de l'Intérieur, en plus d'être ministre d'État. J'ai dit après qu'il ne pouvait pas devenir ministre de la Défense. Il est devenu. Après, j'ai dit Alassane Ouattara ne pouvait pas le nommer comme Premier ministre parce qu'il n'allait pas pouvoir gérer les affaires dans un contexte aussi difficile en Côte d'Ivoire. Et il y est parvenu encore. Donc, sur toute la ligne, il m'a fait mentir, quoi, Ahmed Bakayoko. Et vraiment, je pense que c'est parce que c'est un battant. C'est un battant. Voilà. Oui, rapidement, Basile Guissou. Il faut dire la vérité. Hein. Il n'y a pas de relation de cause à effet. Celui-là qui a battu 3 générations d'officiers français de Saint-Cyr, la fameuse bataille de Dien Bien Phu au Vietnam, c'est le général Diap. Oui. Il n'a jamais fait une école de guerre. C'était un professeur d'histoire géo. Donc, le gouvernement là, le gouvernement est toujours politique. Il ne faut pas se raconter des histoires. Ce n'est pas les meilleurs médecins qui deviennent les meilleurs ministres de la Santé. Oui. Et celui qui est en face de moi, que vous le confirmez, là où il a impacté au maximum, là, ce n'est pas les affaires étrangères. Donc c'est aux enseignements secondaires, supérieurs et à la recherche scientifique. Parce qu'il a une hauteur qui lui permet de ne pas faire la guerre des clans. Si tu dépasses la guerre des clans, tu rassembles. Et c'est ce qu'il a, il a dû pouvoir faire. Oui, il a su le faire. Voilà, et là, il a fait avec brio. Oui. Et je pense que sur toute la ligne, on doit dire qu'il a laissé des traces. Mais, je pense qu'il y a une dimension qu'il ne faut pas négliger. Les rapports entre lui et la famille Ouattara ont beaucoup joué. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre à sa place aurait pu être tout ça sans devenir ministre. Oui. Il se trouve que, parce qu'il a connu l'époux de Ouattara avant Ouattara. Il était plus proche de son épouse avant lui. Donc ce qui a facilité les choses pour lui. Mais Ouattara a toujours considéré Bakayoko comme son fils. Surtout son épouse, qui le considérait comme c'était leur enfant adoptif. D'ailleurs, ça se disait dans la ville d'Abidjan. Oui. Ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué parce que Alassane, il était dans une situation où il a besoin d'hommes de confiance. Surtout vu tout ce qu'il a vécu. Oui, donc la confiance a beaucoup Et ça a beaucoup joué dans ses rapports de telle façon que, de toute façon, les gens qui comptent pour Alassane en Côte d'Ivoire, il y avait lui. C'est-à-dire quelqu'un sur lequel il pouvait compter, alors que pendant longtemps, il ne pouvait compter sur personne. Ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué, donc la confiance est importante. Hein, dans ces circonstances-là, il était né le
8 mars 1965 à Abidjan. Ahmed Bakayoko venait juste, il vient d'ailleurs juste de se faire réélire député à Séguéla, dans le nord de la Côte d'Ivoire, au terme des élections législatives du 6 mars dernier. Cet Ahmed Bakayoko-là a assumé de hautes fonctions dans son pays, on l'a dit tout à l'heure. Ministre de l'Intérieur de la Sécurité du 11 avril 2011 au 19 juillet 2017, ministre de la Défense depuis le 19 juillet 2017, maire d'Abobo à partir du 14 octobre 2018, puis Premier ministre depuis le 8 juillet 2020, après une position depuis le 30 juillet, puisque son prédécesseur, Amadou Gon Coulibaly, donc décédé peu de temps avant, et après une position d'intérimaire. C'est donc Soumaïla Rabo, un homme qui avait aussi une certaine popularité en Côte d'Ivoire. Oui, il était maire d'Abobo. Tout à fait. Il vient de se faire réélire. Et on a vu comment il a travaillé à faire élire d'autres personnes. N'eût été sa maladie et donc son éloignement du pays, peut-être qu'il aurait bâti campagne de sorte que les résultats aient été autres que ce qu'on a vécu. Mais le professeur Basile Guissou l'a dit, est très proche des artistes, très proche des sportifs, très proche des jeunes. Je me souviens que au passage de sont les électeurs. Au passage de 2020 à 2021, il s'est retrouvé dans les maquis au bord de la route avec son épouse pour grignoter la viande braisée. C'était pendant que notre président de l'Assemblée nationale était avec les sapeurs-pompiers, donc nous faisions la relation dans nos articles. Donc Ahmed Bakayoko, c'était ça. Et vous savez jusqu'à quel point les jeunes, ils aiment des gens qui sont... on ne parle pas de témoignages, de gens qui disent « Ah, j'étais en difficulté, il m'a donné 5 millions. » Mais l'anecdote, quand il est venu quelques jours, je crois, avant le président Alassane Ouattara, ici en 2015, à l'investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré, une de ses connaissances l'a interpellé pendant qu'il circulait au milieu des officiels. Et puis, il s'est arrêté, il a dit « Ah, mon vieux père, vous êtes là, bon, écoutez, il faut qu'on se voit. » Je crois que c'est quelqu'un qui l'avait adopté quand il était à Ouagadougou, qui l'avait hébergé, qui s'était vraiment occupé de lui. Et je crois que, tel que les gens révèlent les témoignages, il continue à garder ces relations-là avec tous ceux qui l'ont aidé quand il était encore au Burkina et tous ceux qui ont continué à l'aider quand il a commencé sa carrière politique en Côte d'Ivoire. Et je crois que Ahmed Bakayoko, c'était un homme très proche des gens, des jeunes et de pratiquement tous les bords politiques en Côte d'Ivoire, au point qu'on le soupçonnait même de vouloir rouler contre Alassane Ouattara en pactisant avec les autres, ceux qui sont devenus les ennemis à abattre. C'est qui les ennemis à abattre? Non, on le soupçonnait des relations avec Guillaume Soro. On a dit qu'il aurait communiqué avec Guillaume Soro, je ne sais pas, par personne interposée. En tout cas, il a parlé à Laurent Gbagbo au téléphone. Il a rassuré Henri Konan Bédié et toute la classe politique ivoirienne qui était opposée au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Voilà, on peut comprendre jusque-là. Ahmed Bakayoko, il succède à Amadou Gon Coulibaly à la primature suite au décès de ce dernier. Ce dernier qui a été choisi par le président Ouattara pour défendre les couleurs du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. À ce moment-là, sur la table, on se disait peut-être que ce serait lui le candidat de remplacement, mais finalement, le choix ne s'est pas porté sur lui. Mais est-ce que à ce moment-là, sur la table, il était l'un des présidentiels possibles, Basile Guissou? Écoutez, pourquoi pas? Avec la trajectoire qu'il a eue, je crois que c'est la dernière marche qui lui restait, pour être au sommet. Oui. Et puis, de toute façon, moi, je ne crois pas au hasard. Hein. Non, même le hasard n'arrive pas par hasard. Oui. Voilà. Alors, une fois, Meleghe Traoré nous a dit sur le plateau que le présidentiel, lui, se sent. Que quand quelqu'un doit être président, on sent qu'il peut être président. Non, lui, il le sent. Il le sent. Non, c'est différent des autres. Non, ce que je veux dire ici, c'est que c'est vrai ce que Basile dit, mais quand vous connaissez la géopolitique interne à la Côte d'Ivoire, face à Guillaume Soro, à Amadou Gon Coulibaly, je vous ai expliqué sur ce même plateau qu'il ne s'appelle pas Coulibaly.
Souvenez-vous que je vous ai expliqué Oui, ici bien à la sûr. mode que ce ne sont pas des Koulibaly, c'est les Soro. Leur arrière-grand-père s'appelait Peleforo Soro. Il a combattu partout, à Kong, à Sikasso. La guerre de mai 98 entre les Français pour prendre Sikasso, il était là. C'est quand il est revenu de ça, il est retourné à Korogo, que les Djura de Kong l'ont convaincu de se convertir. Quand il était converti, ils lui ont dit de laisser tomber son nom de famille Foro et de Soro et de devenir Koulibaly. Ça, c'est la petite histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je reste convaincu que il n'y avait pas de voie tracée à l'avance pour Ahmed Bakayoko. non, il s'est battu, vraiment. Mais il y a eu des conditions qui se sont... C'est-à-dire les conditions aussi lui ont permis de devenir ce qu'il était. Mais quand vous les placez tous sur le même plan, évidemment, il n'était pas parmi les plus en vue. Clairement, si Guillaume Soro n'avait pas commis certaines erreurs, c'est lui qui serait le dauphin. Le candidat. Ah, si. Mais il a commis un certain nombre d'erreurs. Moi, j'ai beaucoup discuté avec lui sur ça, mais il avait sa position. Comme les Moussi disent, la lutte traditionnelle, là, Voilà, tu glisses et puis tu tombes. Voilà, voilà, il avait... Donc il a glissé. L'autre a gagné. Il avait ses positions, ça Oui. c'est vrai. Mais sinon, je crois, Bakayoko lui-même n'avait pas au départ l'ambition de devenir chef d'État ou Premier ministre. Il voulait bien servir Alassane. Parce que dans l'esprit d'Ahmed, ça a été toujours de servir Alassane. Au départ, son ambition n'a pas dépassé ça. C'est plus tard que c'est venu. Oui. Sinon, c'était vraiment de bien se servir. De bien Surtout servir, que le couple Ouattara le considérait quasiment comme un enfant adoptif. Alors justement, on est dans une situation où les deux derniers premiers ministres de Alassane Ouattara s'en sont donc allés, l'un après l'autre, à seulement 8 mois d'intervalle. Ah ouais. C'est un véritable drame, non, Soumaïla Rabou? Oui, mais il y en a qui parlent de série noire et ça fait peur. Vous voyez la rumeur qui a couru sur la maladie du Premier ministre par intérim, Patrick Hachi, qui a démenti aujourd'hui, qui a dit aujourd'hui qu'il ne souffre pas, il n'a pas été évacué, il se porte bien. Voilà, il est affligé, bien entendu, par la disparition d'Ahmed Bakayoko, mais il se porte plutôt bien. C'est un peu cette psychologie-là de la série noire. Personne ne voudrait plus de ce fauteuil, mais moi je pense que ça peut être des pures coïncidences. Voilà, il n'y a pas de série noire autour de la primature en Côte d'Ivoire, même si d'autres présidents d'institutions sont malades. Moi, je mets ça plutôt sur le compte. Oui, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la grande chancelière. Moi, je mets ça sur le compte, en fait, du problème de renouvellement de la classe politique. Avec l'âge, moi je pense que ça relève du naturel qu'à 80 ans, 70 ans, ils aient des petits... voilà, des bobos. Je mets ça sur ce compte-là. Maintenant, si entre-temps un jeune de 56 ans meurt, bon, je ne vois pas tout de suite là une série, des empoisonnements, parce que je ne vois pas celui qui, au finish, a intérêt à multiplier les drames. Les drames. Oui. Alors, ce qu'on vous dit tout à l'heure, il faut le noter, déjà, on a assisté à la démission le 14 juillet 2020 du vice-président. C'est un poste qui reste toujours vacant. Le décès du président du Conseil économique et social le 7 août. Ensuite, le président du Sénat est malade depuis le 2 juillet. Le président de l'Assemblée nationale a passé de longs mois d'absence parce qu'il était malade. Il n'est rentré que le 25 février dernier. Et on vient d'assister donc à la disparition de Ahmed Bakayoko. Cela pose quelques questions, Basile Guissou. Écoutez, comme il dit Mélégué, on est en Afrique. On est en Afrique. Hein. Même si c'était rien facile de tout ce que vous dites, les supputations voilà, on ne peut pas interdire à l'imagination des gens d'aller là où elle veut aller. Et en Afrique, comme on dit, il n'y a pas de mort pour rien. Il n'y a rien de naturel. Il y a toujours une explication qui dépasse la compréhension du commun des mortels. Bon, donc, ces phénomènes-là, on peut les aligner, mais quelqu'un vous dira que tous les jours, il en meurt. Oui. Bien sûr. Ouais. Alors, non, moi, je pense, mais franchement parlant, c'est vrai que il y a quelque part, c'est inquiétant. Tous ces morts, etc.
Au point qu'aujourd'hui, pour trouver quelqu'un qui est prêt à être Premier ministre en Côte d'Ivoire, ça va être difficile. Mais on en a Et il y a déjà il y a des des Tachi qui intérimaires. est- Oui, non, mais ça c'est une décision qui est venue de haut. C'est pas quelqu'un qui a décidé. Il n'a pas voulu. Ah oui, mais si vous allez dans la classe politique ivoirienne aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui souhaitent être Premier ministre. Ils vont attendre de venir voir. Ouais, précisément ça. Tout ce qu'il y a derrière le WAC, les machins, personne ne sait. Personne ne sait. Personne ne sait. Mais vous en savez quelque chose C'est pas la question. de ce qu'il y a derrière le WAC. C'est pas la question. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut revenir aux bases même de ce qu'est la gouvernance de l'État. On a un chef d'État qui est devenu incontestable maintenant. Il est incontesté. Je veux dire, même ceux qui étaient contre Alassane doivent admettre qu'il est maintenant le chef Mais d'État. c'est lui et pas un autre. C'est pas un autre. Et puis il a un argument juridique fort. Il a été élu sur la base d'une nouvelle constitution, pas de l'ancienne constitution. Donc la question ne se pose pas. Mais en même temps, il a besoin vraiment d'une équipe solide. Et aujourd'hui, je crois que l'une des choses qu'Alassane doit faire, c'est de se construire une équipe. Il prend là où il trouve, mais vraiment des gens solides autour de lui. Il a un certain nombre d'anciens combattants, j'allais dire, qui étaient avec lui depuis longtemps. Quand il a commencé son combat contre l'ivoirité et autres, ils sont nombreux. Mais ce n'est pas forcément eux qui vont construire l'avenir. Il est obligé de regarder dans la classe politique ceux qui peuvent l'aider le plus. Et je pense personnellement qu'au-delà de l'aspect un peu bizarre, mais très africain, où si tu vas auprès de lui, tu dois réfléchir à 2 fois. Ça d'abord. Mais je pense qu'il va rebondir, à mon avis. C'est-à-dire que ce qui va se passer probablement, c'est que de manière sereine, s'il s'assoit, il va réfléchir. Et ce n'est pas les élites qui manquent. Oui. Alors, mais très concrètement, qu'est-ce que la disparition de Ahmed Bakayoko peut changer dans la gouvernance de la Côte d'Ivoire sur la scène politique? Non, ça ne va pas changer grand-chose sur le fond. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est que tu ne peux pas réfléchir sur la politique sans réfléchir à la géopolitique interne. C'est impossible. Il faut toujours avoir. Ahmed lui-même, vous connaissez la géopolitique du nord de la Côte d'Ivoire. C'est essentiellement les Senufo avec des petites franges de lobby au nord-est. Et puis dans le milieu Senufo lui-même, vous avez des petites ethnies qui entourent, dont celle des Koyara, celle de lui. Les Koyara qui s'entendent avec les Senufo à moitié, mais avec des relations très 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 contradictoires. Les Senufo, l'élite Senufo qui est la plus nombreuse, bien sûr, là-bas, je la connais bien, ont toujours considéré que normalement on ne devrait pas avoir de Koyara autour d'Alassane. Oui, c'est la vérité comme ça. Oui. Mais en même temps, ils savent très bien que les Senufo tout seuls ne peuvent pas être avec Alassane. Ça ne va pas marcher. Alassane, il n'est pas Djoula. À l'origine, on dit Djoula comme ça. Mais c'est des Senufo d'origine. Et eux, quelqu'un comme Bakayoko, ils étaient contents de l'avoir avec eux, mais à condition qu'ils ne prennent pas trop de grade. C'est tout ça qu'il y a derrière. C'est tout ça qu'il y a derrière. Moi je pense que on a là un système politique qui a besoin d'être stabilisé. Stabiliser, la Côte d'Ivoire vient de sortir d'élections législatives consensuelles, je dirais. Après une élection présidentielle, vous en parliez tout à l'heure, plutôt exclusive, pas du tout inclusive, qui a entraîné des violences et fait officiellement 85 morts. Soumaïla Rabo, vous en parliez tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez que quelque chose pourra changer sur la scène politique ivoirienne après la disparition de Ahmed Bakayoko? Le président Mélégué Traoré dit que Alassane Ouattara a la solution, il peut se réinventer. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il puisse se réinventer et je suis davantage convaincu que je crois qu'il a un peu trop recours à la France pour décider. Oh. Oui. À ce point-là? Oui, je crois. À la veille des élections, il était encore à Paris. Je ne sais pas à quoi ça renvoie. Et il est au bout de sa carrière. Alassane Ouattara ne va pas nommer massivement aujourd'hui des gens du Sud. Il ne le fera pas. C'est la géopolitique interne. Mais moi, je crois qu'il aurait dû.
parce qu'il est l'élève du D'autant Houphouët-Boigny. qu'il avait annoncé qu'il fallait Moi, je suis passer la d'accord main. avec vous sur Oui, ça. moi je crois qu'il aurait dû, Oui. parce qu'Houphouët-Boigny a fait mieux que ça, il aurait dû être plus rassembleur que ce qu'on a vécu depuis 2010. D'autant que son parti s'appelle le Rassemblement. Le rassemblement. Le Rassemblement des Oufouettistes, Basile Guissou. Quelle est Bon, votre moi, avis sur la en question? tout cas, pour moi, de toute façon, Houphouët-Boigny n'est pas une référence. Donc, ça s'en fait. Voilà. Je pense que je ne peux pas m'appuyer sur ce qu'il a laissé comme héritage dans la WEF. Afrique occidentale française. Oui, parce que pour moi, c'est le fossoyeur C'est lui qui a cassé de tout ça. l'intégration C'est la vérité. africaine. Il faut le dire la vérité. Non, c'est la vérité. Et avec la bénédiction de la France. Donc, si effectivement il s'engouffre dans ce sillon-là, c'est clair que c'est l'échec programmé. Mais c'est pourtant Il faut sur les, inventer, ils sont il faut tous pourtant inv- sur les traces de Houphouët-Boigny. Oui, mais Écoutez, ça, c'est le verbe. C'est le verbe. c'est le discours. Le discours. Sinon, ce qu'il a dit là, la géopolitique réelle, là, la vie de tous les jours, là, Absolument. vous impose de changer le fusil d'épaule et de chercher d'autres formules qui ne sont plus valables, qui ne peuvent plus être comme les Anglais ont un terme là pour dire, fonctionner quoi. Qui peut pas, Donc, ce que vous nous dites, va c'est travailler. que, ce que vous nous dites, c'est que côté court, on vend une sorte de rêve oufouettiste, Non. mais que côté jardin, il y a une... Non. Écoutez, Au moi, fouet- je vais vous dire, moi, je suis sur le niveau de la frontière. C'est les mêmes familles que les Alassane. Il y a des idées très précises pour devenir qui sont très ancrées dans le nord de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas convaincre quelqu'un du nord de la Côte parce qu'ils savent que s'ils perdent le pouvoir, c'est pour longtemps. Je parle des gens du nord. Ils savent très bien que s'ils perdent aujourd'hui le pouvoir, c'est pour très longtemps. À ceux qu'ils appellent les bushmen, vous savez, dans notre zone, quand on dit bushmen, c'est le terme anglais qu'on utilise, les gens de la forêt. Oui. Ils savent parfaitement que si aujourd'hui, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Alassane s'est présenté finalement, alors qu'il ne voulait pas. Il savait très bien que après lui, on n'est pas sûr au nord de garder le pouvoir. Et ça aussi, c'est donc un enjeu. Ah oui, mais, et que si les gens... Ah oui, et si les forestiers, chez nous on dit toujours les forestiers, si les forestiers prennent le pouvoir, ça sera pour longtemps. Conséquence, personne au nord ne veut prendre ce genre de risques. Donc quand on peut, on arrange. Or, Alassane reste la dernière carte. C'est la raison pour laquelle il s'est présenté, à mon avis. Il reste la dernière carte. Il reste celui qui pouvait encore faire gagner. Mais le jour où il va partir, personne n'est sûr au nord de la Côte d'Ivoire ce qui va se passer. Ça pouvait être Guillaume s'il avait bien joué. Malheureusement, il n'a pas bien Il joué. n'a pas bien joué. Vous voulez dire quelque chose, Basile Guissou? Je voulais simplement rappeler que Alassane, j'étais en Côte d'Ivoire et je devais aller à un congrès à Yamoussoukro. Et j'ai été conduit par un musulman, bien sûr. Et entre-temps, il me demande vraiment, patron, est-ce que je peux demander la permission de prier, faire ma prière? J'ai dit, mais moi aussi, je suis un croyant. Voilà. Tu m'arrêtes, Il n'y a pas tu de pries. problème. Il a prié, et quand il a fini de prier, il a commencé à dire que Dieu bénisse Alassane Ouattara, que Dieu bénisse. Ça, il était Premier ministre. Et je dis, moi, je dis, mon vieux, vraiment, mais Alassane, hein? Il dit, ah oui, que c'est avec Alassane qu'eux, ils ont eu les fêtes musulmanes chômées et payées en Côte d'Ivoire. C'est pas rien. C'est vrai. C'est pas rien pour eux. C'est important. Donc, les Alors, critères avec lesquels nous apprécions, Non, vraiment, il y a une différence fondamentale. c'est les entre critères le réels, Burkina là. Il faut en tenir et la compte. Côte d'Ivoire. Nous, ici, personne ici ne raisonne en termes de confession musulmane ou de sensibilité ethnique. Franchement, bien sûr qu'il y a des petits trucs toujours entre nous, mais l'une des forces du Burkina, c'est qu'on n'a pas transformé l'appartenance ethnique en les faits politiques. On ne l'a pas fait au niveau confessionnel non plus. Et il faut savoir que ça, c'est exceptionnel. C'est En capital, Afrique de l'Ouest, c'est Très exceptionnel. précieux capital parce que Ah oui. aujourd'hui, vous décidez de faire un parti politique sur la base de ces nouveaux. Au Burkina, ici, Ça ne va pas marcher. ça marchera pas. Ça Dans tous les cas, constitutionnellement, vous êtes déjà en marge. Oui, Absolument. on vous refuse les récépissés. Alors très, très rapidement, il faut noter que ces élections législatives ont été inclusives, comme on l'a dit tout à l'heure. Après 10 années de boycott, les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo ont pris part à ces dernières élections législatives-là, revenant ainsi dans l'arène nationale. Soumaïla Arabo, comment voyez-vous l'avenir avec cette recomposition
qui est en train Du donc, paysage de politique. s'opérer. Oui. Non, les partisans du président Laurent Gbagbo préparent le retour de leur mentor. Laurent Gbagbo, lui aussi, qui a mis balle à terre, qui a un discours plutôt apaisé, pondéré, le temps de revenir. Quand il sera là, on verra bien. Hein, vous avez vu Alors, après Marcoussi. justement, est-ce que ce contexte-là est, Oui. est favorable, donc ou constitue un bon point pour le chantier de la réconciliation? Oui, oui, absolument. Je crois que avec les résultats qu'on a des élections législatives, qui sont moins contestés que les résultats de la présidentielle, qui d'ailleurs a été boycotté massivement par l'opposition, on peut espérer aller sur la voie de la réconciliation nationale, qui a échoué depuis 2010 par, je crois, le fait du président Alassane Ouattara lui-même qui n'y croyait pas. Il a, voilà, il a fait passer plusieurs présidents de commission de réconciliation nationale comme Charles Konabani. Ça n'a jamais marché parce que lui-même, il n'y croyait pas. Mais là, je crois qu'il est... Le président Mélégué a dit qu'il joue sa dernière carte. Il faut assurer l'héritage, même si son attachement, c'est toujours le Nord, même s'il veut que quelqu'un du Nord lui succède, il faut que ce soit dans un climat apaisé pour que cette personne-là puisse continuer à gouverner dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. Et donc, c'est maintenant ou jamais. Pour moi, Kakabe n'était pas la personne idéale pour conduire la réconciliation nationale. Peut-être qu'il l'a fait en attendant. Bon, mais ça peut aller. On verra comment les choses se passent. Oui, Basile Dissou. Bon, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut que je dise coûte que coûte, c'est que la gestion du pouvoir politique au niveau président là, c'est une stature unique. Il n'y a pas une école. C'est la pratique qui vous enseigne. C'est ça. Et je pense que si moi je peux lire quelque chose, d'autres aussi, en Côte d'Ivoire comme ici, peuvent faire la même chose. Quand vous regardez, malgré le fait qu'il n'y a pas un parti qui a prôné le boycott, c'est 36% de taux de participation. C'est ça. C'est pas fort. C'est pas fort, mais ce qui veut dire qu'il faut créer... Non, il faut... Des taux de oui, mais parce que la Côte d'Ivoire revient de loin. Hein. Donc, je pense que le travail de fond pour faire participer plus arrangera toute la classe politique. Ça. Et c'est dans cette direction que je pense qu'il faut pousser la roue. Et je pense qu'Alassane, mieux que moi, peut prendre la mesure de ça. Donc, je ne désespère pas. Je pense plutôt que c'est une leçon positive. C'est que les législatives ont été, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'affrontement. Il paraît même que dans certains bureaux de vote, quand on a proclamé les résultats, les perdants ont félicité les gagnants. C'est de bons signes. C'est de bons signes. Voilà. Oui, mais franchement, je pense que pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, évidemment, on peut être pessimiste, mais moi, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que la Côte d'Ivoire n'a jamais vécu. Après, vous faites une période comme celle-ci. C'est-à-dire un pouvoir stable malgré tout ce qu'on peut dire, c'est stable. Vous avez ici une gouvernance qui est extrêmement performante au plan économique, on ne peut pas nier ça. Vous avez une classe politique solide, même si elle est traversée par des courants très contradictoires. La question restera toujours comment arriver à fédérer le nord et le sud. Je pense que ça va durer encore un certain temps, mais il faudra à un moment donné y arriver. Je pense qu'ils y arriveront s'ils sont... si l'élite sait se lever, vraiment si l'élite sait prendre l'élan en hauteur. Parce que vous savez, si vous regardez... Il faut travailler à ce que c'est... Mais écoutez, si vous regardez les pays autour, on a les mêmes problèmes partout. Ici, c'est parce que, il faut se dire la vérité, c'est parce que les motions ont été très intelligents. Sinon, un pays dans lequel vous avez 50% de la population qui appartient à une même ethnie, c'est des problèmes sans fin. Mais ici, on n'a pas eu ça. Les gens étaient dès 1946 intelligents pour faire ça. Si vous prenez un pays comme le Niger, où en gros, vous avez l'Ouest, vous avez l'Ouest, les Djerma, etc. Et puis vous avez le centre-est et le nord-est, c'est les Haoussa. Ils essayent, mais ils arrivent quand même
Ils ont su trouver l'équilibre, etc. C'est-à-dire, si vous prenez pays par pays, vous verrez qu'ils ont su trouver un équilibre. Mais au Bénin, c'est pas différent. C'est parce que chaque fois que l'élite a pu se lever, ça a marché. Il faudrait que ça arrive en Côte d'Ivoire aussi. Il faut que ça arrive en Côte d'Ivoire. Oui, je suis de ceux qui pensent que l'Afrique n'a plus d'autre choix que de se chercher des voies d'issue en s'appuyant sur son histoire et ses traditions, son identité culturelle, pour construire pour le long terme. On a suffisamment fait la petite vue là, les dimensions individuelles, les égoïsmes, le nationalisme, le tribalisme. Ça fait 60 ans qu'on a fait ça. Je pense que tous les 55 pays africains, il est temps d'aller à une ils sont capables, tous les 55 pays sont capables de faire ce pas qualitatif-là, parce que les expériences internes-là sont suffisamment riches et ça parle. Absolument. Personne ne va repartir à des guerres. Mais on ne voit pas les dynamiques s'enclencher dans ce sens. Je suis désolé, hein, si depuis le 1er janvier, il se passe quelque chose. Rien que non, surtout pas en Guinée, par exemple. Le commerce, là, c'est quelque chose. C'est pas rien. Oui, mais ça, c'est au plan commercial et économique. Non, c'est une décision politique qui a été prise, qu'on est en train d'implémenter, avec ses hauts et ses bas. Non, mais ne dites pas, c'est comme ceux qui disent que voilà, l'OIA, ce n'est qu'un syndicat de chefs d'État. C'est faux. Hein. Ça n'existe pas dans le monde. Franchement, j'étais consultant pour l'Union africaine, pour la ZLECA, c'est-à-dire la zone de libre-échange. Et je me rappelle à Abidjan, le débat, c'était ça. Le débat, c'était est-ce que... Non, il faut partir de l'idée, comme Ahmed Bagayogo lui-même le disait, il faut y arriver, mais il faut penser y arriver. Il faut penser y arriver. Il faut y croire. C'était vraiment... Il faut y croire. Vous savez que c'était un de ces thèmes, c'est-à-dire, il faut arriver, mais il faut vouloir y arriver et penser y arriver. Ouais, il faut y croire. Et moi, je pense que ce que j'avais dit à Abidjan, à l'époque, pour l'Union africaine, il faut commencer par quelque chose. C'est ambitieux, il y aura des échecs. Oui. Mais le simple fait d'arriver à l'idée qu'on s'accorde au plan juridique, avec des actes juridiques précis, sur qu'il n'y a plus aucune barrière. Mais c'est une révolution. C'est une révolution. On n'y avait jamais pensé. Oui. Donc pour moi, je crois que alors, la Côte d'Ivoire... apparemment, Mélégué Traoré et Basile Guissou sont très optimistes là-dessus. Moi, je suis optimiste. Ce qui n'est pas... Non, d'un point de vue continental, il n'y a pas de débat là-dessus. Ça veut dire les bons exemples vont s'imposer et les autres seront obligés de suivre. Voilà, mais d'un point de vue purement politique intérieure nationale, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez la Guinée, moi je n'espère pas. En tout cas, pas à court terme, pas à moyen terme non plus. Vous voyez? Parce que les dynamiques sont telles que on est plutôt dans des tranchées. Je veux lui demander de se replonger dans... Non, attendez. L'Afrique doit s'unir. Il faut savoir que les États-Unis d'Amérique ont commencé à 13 États. Ils en sont à 50. Oui. Voilà. Et puis, le plus long voyage commence par le premier pas. Oui, mais Basile, entre nous. Oui, rapidement. Les États-Unis, ils ont fait tout ça. Ils sont restés jusqu'à 1950 sans limitation de mandat. Donc il n'y avait pas de... il n'y avait pas de démocratie alors. On a admis maintenant. Ouais. Ils ont admis parce que Roosevelt a un peu exagéré, c'est tout. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé du troisième mandat. Donc je maintiens... Il y a des rois dans le monde. La reine d'Angleterre est là. Je maintiens... Est-ce qu'on l'a élu? Non, je maintiens non, que... pas qu'on nous tire en arrière. Jusqu'au jour où on va s'asseoir dans chaque État pour dire de quel nombre de mandats on veut. Voilà. Ce qui n'est pas fait. Pourquoi 2, pas 3, pas 1? C'est un faux débat. C'est uniquement parce qu'on a copié ça. Tout le monde entier a copié ça aux États-Unis, c'est tout. C'est tout. Ce que j'ai dit simplement, c'est que aujourd'hui, tout dépend de la qualité de l'élite qu'on a. Franchement, je maintiens que nous, au Burkina, on a une très forte élite. Moi, je suis persuadé que, moi, je le dis toujours dans mes interviews, on a une des meilleures élites du continent. C'est parce qu'on ne sait pas l'exploiter. Il faut donc savoir exploiter l'élite. Je vais finir dans tous les secteurs, que ce soit chez vous, dans le journalisme, que ce soit les affaires étrangères, les chercheurs. Si vous regardez, nous n'avons rien à copier à personne. Mais on ne sait pas les utiliser. On ne sait pas utiliser Soumaïla Raimo, il faut s'appuyer sur les élites, il faut valoriser les élites, les savoir-faire pour qu'on avance. Oui, mais je crois que nous sommes sur la bonne voie et nous montrons même la voie. Je sais que la Côte d'Ivoire, au sommet, a accepté difficilement ce que le Burkina a vécu ici il y a quelque temps.
l'insurrection populaire, ce qui s'en est suivi. Mais le Burkina, en plus de l'élite, a une société civile relativement dynamique. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Non, c'est l'une des meilleures. Et là aussi, le président Mélégué disait que des Ivoiriens se réfèrent au Burkina. Il y en a qui se sont faits ici. Je peux citer Guillaume Soro, entre autres, sur les témoignages, par exemple, des militants de l'ANEB, parce qu'ils se sont côtoyés. Et il a pris des idées pendant des congrès des étudiants burkinabés. Et je crois qu'on peut donner le bon exemple. La Côte d'Ivoire peut nous enrichir mutuellement. Nous aussi, nous pouvons nous enrichir mutuellement de la Côte d'Ivoire. Et c'est la même chose pour les autres pays. Nous enrichir mutuellement, on n'a plus de temps. Oui, Basile Guissou. Il ne faut pas oublier qu'il y a la meilleure école. C'est Napoléon qui disait que les armées défaites sont en bonne école. L'Afrique, c'est ça. Non, moi, des échecs là, on va les transformer en école. On doit donc apprendre de nos erreurs pour pouvoir avancer. On est dans un pays où, à mon avis, qui n'a aucune ressource. Il n'y a rien ici. L'or qu'on a, et ça fait rire. Tout le monde dit on a de l'or, mais c'est des histoires. Les pays où l'or peut enrichir le pays, c'est quand vous avez des mines qu'on peut exploiter pendant 30-40 ans. Nos mines ici, on exploite pendant 15 ans, 10 ans, et puis on arrête. Les seuls en Afrique qui ont réussi ça, c'est l'Afrique du Sud, parce que c'est là depuis 1885. Et le Ghana. Oui, même là-bas. Mais ce n'est pas des mines qui durent juste une dizaine d'années. Et vous savez bien qu'actuellement, quand l'exploitation des mines d'or ici, ce qui revient au Burkina ne dépasse pas 20 à 22%. C'est comme au Niger. De toute façon, c'est l'agriculture et l'élevage qui ont développé tous les pays. Mais nous avons la force. Ça ne sera pas l'exception en Afrique. En tout cas, ça ne sera pas l'exception et ça sera le dernier mot de cette émission. Ok, d'accord. Ciel, Ahmed Bakayoko s'en est allé, paix à son âme. Apprenons de nos erreurs pour avancer sur le continent afin de le construire davantage. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 127 qui recevait pour vous Mélégué Ngolo Traoré. Il est docteur en sciences politiques, diplomate, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre des enseignements secondaires, supérieurs et de la recherche scientifique. Président également du centre panafricain parlementaire. Merci pour vos éclairages. Non, il y a pas de... Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Soumaïla Arabo, journaliste et directeur de l'information du groupe de presse Savane Média. Merci, chers confrères, d'être venus apporter votre contribution. Et Basile Létard Guissou, professeur titulaire associé à l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, directeur de recherche en sociologie politique, ancien ministre de l'Information, ancien ministre des Relations extérieures et de la coopération. Merci, Basile Guissou, d'être passé nous voir. C'est Abibatak Clarisse Sawadogo Benao qui a signé la réalisation de ce numéro de Périscope avec l'appui de toute l'équipe technique. Merci à tous, ainsi qu'à tous ceux qui m'accompagnent dans la présentation de cette émission. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité et prenons soin les uns des autres. Prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.